Mesdames et messieurs, pour continuer cette belle aventure dans le monde merveilleux du doublage québécois, j'ai l'immense honneur d'avoir avec moi nul autre qu'une fois que j'avais extrêmement hâte de recevoir Monsieur Bernard Fortin. Merci d'avoir accepté cette entrevue-là. Ça me fait plaisir pour défendre le merveilleux monde du doublage. Je serai le premier au front. Bon. Écoutez, on va faire un peu on va faire un peu votre curriculum vitae juste pour faire un petit peu votre parcours. Vous êtes diplômé au Conservatoire d'art dramatique de Montréal en 1981. On vous connaît via la scène, via la télévision, comme Ouattatata, La Petite Vie, Lancer Compte. À la base, lorsque vous avez eu votre diplôme en art dramatique, est-ce que le petit Bernard Fortin avait déjà son plan de match? Est-ce qu'il savait déjà où s'en aller? Ou le chemin a changé carrément? Là? C'est drôle parce qu'une des premières choses que je me suis dites, et puis j'ai fait mon conservatoire avec Vincent Gratton, qui est mon grand chum, j'ai fait, on rentre au conservatoire avec un coffre à outils. Moi, j'ai un tournevis, j'ai un marteau, mais j'ai besoin d'autres outils. C'est ce que je suis allé chercher au conservatoire. Il y a des gens qui font pas d'école de théâtre parce qu'ils considèrent que leur coffre à outils est quand même relativement bien garni. Le mien, il l'était pas vraiment. Mais en entrant au conservatoire, j'ai dit à mon chum Vincent aussi du même souffle, j'ai fait, on va sortir en 81, on regarde le bulletin de l'Union, il y a beaucoup de membres, beaucoup d'appelés, peu d'élus, comme on disait. Il va falloir s'armer de patience ou en tout cas essayer de foncer dans le tas puis y croire parce que ça sera pas facile de faire le métier. Je parle de ça il y a 40 ans ou 39 ans. Et aujourd'hui, c'est peut-être encore pire. C'est pire encore. OK, parce qu'il y a beaucoup plus de candidats versus la demande, j'imagine? Voilà, tu sais, avec 5, 6, 7 écoles de théâtre potentiellement, avec une moyenne de 10 élèves par année, ça fait toujours bien 80 comédiennes qui sortent sur le marché par année. C'est énorme. Quand on regarde la grosseur de la tarte, le nombre de fourchettes se multiplie là, actuellement. Mais c'est correct, c'est un beau métier et quand on veut vraiment le faire, eh bien, on y arrive. Au hockey, les quotas sont pires. En danse, c'est pire. En musique, c'est épouvantable. Alors, les comédiens, s'ils sont moindrement multitâches, puis ils vont partout, pas juste le théâtre, pas juste le cinéma, pas juste la télé, l'écriture, l'adaptation, la mise en scène, créer des projets, monter des troupes, eh bien, il y a possibilité de faire quelque chose. Vous avez eu pas mal d'opportunités justement pour dans votre parcours directement. Est-ce qu'il y a eu un moment donné, vous avez eu un contrat, que ce soit à la télévision, sur la scène, que vous avez dit, voyons donc, pourquoi je suis bien donc chanceux d'avoir eu ce contrat-là? Absolument. D'ailleurs, chaque coup de téléphone que je reçois depuis que je suis jeune acteur, pour moi, c'est un privilège. Je fais, ils ont besoin de moi pour 1 heure de doublage ou pour un petit rôle au TNM quand je commençais ou pour un petit rôle à la télé, un second rôle. C'était déjà un privilège d'être remarqué ou en tout cas d'être considéré. Et plus ça avançait, plus on prend de l'expérience et plus les rôles ont été étoffés et tout ça, et plus les privilèges grandissaient. Si on m'avait dit, il y a 40 ans, Bernard, voici la carrière que tu vas faire, tu vas travailler sur tous les fronts et tout ça, oh mon Dieu, j'aurais capoté, j'aurais célébré, j'aurais acheté tout de suite du Dom Pérignon. Mais je m'attendais pas du tout à ça. Cela dit, j'ai fait en sorte, puis j'ai rempli mon coffre à outils, puis j'ai dit oui à plein de projets. Parce que pas tous les comédiens qui sortent d'école font, tu sais, le théâtre d'été, le doublage, faire des voix, tout ça, c'est un petit peu secondaire. Ma carrière, moi, je veux être un acteur en vue, je veux défendre les grands rôles, je veux jouer dans les téléséries, au cinéma ou dans les grandes scènes de théâtre, ce qui n'est pas le cas. C'est le cas comme au hockey, hein, 1 sur 200 réussit à se déployer là. Mais moi, j'ai travaillé de tous les fronts. J'ai fait la Ligue junior, j'ai fait la Ligue américaine, j'ai fait la Ligue nationale. Quand tu fais La Petite Vie, quand tu travailles avec Patrice Lécuyer pendant un nombre d'années, quand tu joues, tu doubles Tom Hanks, tu es dans la Ligue nationale carrément. Oui, alors, carrément. C'est ce qu'on vise tout le monde, mais c'est pas donné à tous. Mais moi, j'ai été très chanceux ici. J'ai vraiment eu beaucoup de chance. C'est des belles rencontres. Ben, crime. Puis c'est tellement le fun. Lorsque je faisais mes recherches pour l'entrevue, j'étais tellement fasciné par rapport à votre parcours. D'ailleurs, on va commencer à l'instant au niveau du doublage. Première question que j'aime poser à mes invités.
est-ce que vous vous souvenez de votre premier contrat de doublage? C'était quoi? Oui! Ah, c'était extraordinaire. C'était, je sais pas quel âge que toi, toi, on se disait qu'on était pour se dire Oh, dessus. oui, oui, oui. Ben, 30 moi, j'ai ans. 32 ans, j'approche dans mes 33, là. OK, t'as pas connu Fraggle Rock. C'était Malheureusement, probablement non. pas, non. Mhm. Peut-être Cocotte Minute, des séries Oui. comme ça, mais Cocotte Minute, ça a été un des deuxième ou troisième gros contrats de doublage que j'ai eu. Mon premier contrat, c'était Gobo. C'était une série à Radio-Canada qui s'appelait Cocotte Minute. Si ceux qui ont 35 et plus se souviennent de ça, à 4 heures à Radio-Canada, plutôt que Bobino à notre époque, ben, c'était les Fraggle Rock et je jouais le personnage principal et d'autres personnages dans la série. J'ai auditionné à Radio-Canada pour 5 personnages, j'en ai eu 4. Oh, wow! Ils ne me connaissaient pas, puis on ne donnait pas notre nom, on donnait un numéro. On OK. disait, OK, le numéro 4 pour la voix de Flange, le numéro 3 pour la voix de... Et moi, je me suis retrouvé avec 4 personnages. Ma première série de doublage, c'était de l'animation, c'était des marionnettes. On chantait là-dedans et on était mur à mur. On se faisait des semaines de doublage de feu. Et j'ai appris mon métier là. J'ai appris à vraiment à développer parce que je n'avais jamais fait de doublage de ma vie. On m'a fait confiance et ça a déboulé après ça. J'ai pris une expérience folle à faire ça. Et après, ben là, les Tom Hanks puis les Woody Harrelson sont arrivés, puis Ben les oui. grands films, puis le Titanic, puis ci, puis ça, puis il y a des grandes productions. Alors là, ça a été la Ben, consécration pour moi. Là. OK. Bien, justement, pour continuer avec Cocotte Minute, là, j'avais dans mes notes comme quoi vous avez aussi fait certains génériques d'émissions pour enfants. Là. Un exemple que j'ai, c'est par exemple Les Aventuriers de Oui, l'espace ou Cocotte Minute. Vous avez chanté une oui, partie là-dedans. Est-ce que le fait oui. de faire partie de. Le fait de faire partie de. Voyons, comment je pourrais recommencer ma phrase là, Ben, pour le du montage. thème. Ouais, le fait de faire partie du thème directement, est-ce que parfois les gens t'accostent dans la rue pour te demander Hey, voyons donc, ce bout-là, là, je l'ai dans la tête depuis ma jeunesse totalement. Là. Ben, même pas, Luc, je te dirais qu'il y a des affaires que j'ai oubliées complètement. Tu sais, Mm. aller faire un thème d'émission, moi, ça me prend une demi-heure. Je vais rentrer dans le studio, il me dit, bon, c'est ça la chanson, chante-moi OK. là une fois, 2 fois, 3 fois. Elle est faite Mm. et je l'oublie. Et cette émission-là est présentée depuis des années, des années, des années, puis en reprise. Mais moi, je ne vois pas toutes les reprises, puis je me souviens plus de la chanson. Je l'ai chantée une fois. Je Ouais. l'écoute pas, la série. C'est C'est fou, correct. pareil. Puis il y a des gens qui m'abordent, qui font Ah, c'est toi qui as chanté ça. Je fais L'autre jour, ils font C'est toi qui faisais le chien dans tel film de Disney. Je fais Attends une minute, là, ça fait 30 ans que je l'ai fait. Puis je ne l'ai pas loué les dernières semaines. Donc, et ils font Ben oui, c'est toi, c'est un personnage incroyable. Je fais Je me souviens pas. Je pense Cela qu'on fait dit, référence ici dans le chien de Dr. Dolittle, je crois. oui, oui, entre Ouais. autres, oui, entre autres. Et puis bon, ben, d'autres affaires que j'ai fait il y a longtemps, autres que les Simpsons, parce que les Simpsons, on les fait encore. Alors, Mm-hmm. il y a bien des affaires qui se sont effacées parce qu'on rentre dans le studio, ça prend 1 heure ou 2, c'est fait, bonsoir. Puis on revoit jamais ou très rarement ces émissions-là parce que ça s'adresse pas à nous autres, ça s'adresse aux jeunes. Alors, mais le fait d'être imprimé, si on peut dire, dans la mémoire des gens, en chantant un thème d'émission ou en étant un personnage principal d'une série comme Henri puis sa gang ou pour les Simpsons et tout ça, où il y a maintenant des blogs, des gens qui parlent d'Henri puis sa gang, des heures de temps, qui analysent les émissions et tout ça. Même chose pour les Simpsons et pour La Petite Vie aussi. Il y a des groupes qui discutent des personnages, puis la philosophie, tout ça. Nous autres, tout est fait, tout est comme dans notre passé, hein, et comme on l'a évacué. Alors, c'est très drôle, ce phénomène-là. Ah oui, c'est merveilleux. Mais d'ailleurs, j'avais déjà parlé avec Olivier Visantin qui a fait beaucoup Ouais. de voice acting pour des Ouais. dessins animés. Il Ouais. mentionnait que lui, de son côté, lorsqu'il allait faire des dessins animés, ses enfants pensaient que papa allait faire du doublage. Est-ce que vous avez eu des enfants? Est-ce que ça a été votre cas de votre côté ou bien vos enfants étaient totalement indifférents par rapport à ça? Ah non, mais moi, mes enfants, en fait, c'est sur 2 plans. OK. Je les ai amenés en studio faire du doublage, ça c'est sûr, parce que, bon, au début des Simpsons, mon fils a découvert cette série-là, il tripait là-dessus. Ma fille Virginie aussi est venue avec moi. Et pour voir papa travailler dans des contextes d'animation, tu sais, les jours de congé, il aimait ça, puis il était fasciné par ce que je faisais. Mais ce qu'ils n'aimaient pas, par contre, les enfants, ça, ils étaient très conscients que je faisais des voix. J'ai fait les Ninja Turtles aussi. Je faisais la voix de Raphaël dans le premier film. Et ça, ils ont capoté là-dessus. Mais le fait que j'étais comédien ou connu, quand j'ai commencé à être connu,
Ça, il n'y avait pas cette notion-là. OK. En se promenant sur la rue ou en allant faire du ski et tout ça, ben, je l'ai spoté. Quand je faisais le club des 100 watts, entre autres, les jeunes me connaissaient beaucoup. Alors, j'étais spoté par plein de jeunes, puis pointés du doigt, puis ils venaient me voir, ils parlaient dans mon dos. Mes enfants voyaient ça. Ils disaient, voyons, tu les connais, papa, ou quoi? Je dis, non, c'est parce qu'ils me voient à la télévision, puis ils m'entendent. Alors ça a tout le temps fait partie d'une petite fesse de fascination chez nous, la famille. Ils ont vite compris à un moment donné, puis après ça, ils étaient un peu jaloux. Parce que les gens qui m'abordaient dans la rue ou au restaurant, tout ça, leur volait du temps précieux de leur papa qui ne voyait pas beaucoup. Ouais. Non, je comprends très bien. Écoute, on va aller directement dans le vif du sujet. On a parlé un petit peu de toutes les voix que tu as fait au niveau des acteurs américains. Donc, on a mentionné Tom Hanks et Woody Harrelson. On n'a pas mentionné Jim Varney, qui est malheureusement décédé en 2000, qui faisait les films Ernest. Justement, une question que j'aime beaucoup poser à tout le monde, c'est à quel point vous êtes capable de... est-ce que vous avez des trucs afin de pouvoir distinguer chacun des acteurs, afin de pouvoir comme dire, OK, cet acteur-là va avoir telle voix, cet acteur va avoir telle autre voix. Est-ce que vous avez des trucs de votre côté? Ben, moi, c'est toujours l'intonation du départ. Je veux pas. Souvent, il y a des doublages, même au Québec, mais souvent en France, ce qui nous arrive est une espèce de baraqué 6 pieds 3, qui a une petite voix de même, tu comprends? Alors là, et là, je fais non, ça marche pas, mais l'acteur qui a engagé, un ami du directeur de plateau, a dit, garde, fais donc ce rôle-là. C'était pas la bonne voix, mais ils l'ont laissé passer. J'ai horreur de ça, moi. Parce que j'essaie de faire, c'est, surtout dans le cas de Tom Hanks, ce que je fais beaucoup, qui est un acteur qui varie énormément. Pour ce qui est d'Ernest, Ernest était simple, c'était un nœud, tu sais, il y avait une façon de parler, non, mais c'est pas comme ça, ouais. Et puis j'imitais un peu ses intonations et son débit, et c'était assez facile, puis c'était drôle à faire. J'ai tellement eu de plaisir à faire cet acteur-là. Des films de série, c'est moins, là, tu sais, épouvantable, mais c'était drôle. Tom Hanks, c'est vraiment la façon le débit. Et la façon d'hésiter, tout ça. Il parle très rapidement, il ouvre pas sa bouche et tout ça. Et il y a un thème qui ressemble au mien un petit peu. Woody Harrelson, mais quand je vais dans le gravier, puis je parle de même, avec ma grosse voix là, de rocailleuse, puis ça fit dans sa face totalement. Alors, moi, ce que je veux, c'est que justement, ça marche dans son œil, dans son énergie et dans son faciès, et puis dans son énergie. Alors, il faut vraiment que je place ma voix pour que les gens se disent, OK, c'est une tricherie, là, c'est du doublage, mais ça marche. Ça détonne pas. Il n'y a pas une voix nasillarde quand c'est un bonhomme qui parle avec une voix rocailleuse. Ou il n'y a pas une grosse voix rocailleuse quand c'est un petit personnage qui parle de façon plus légère, comme Ned Flanders. Comme Ned. Comme Ned, carrément. Oh boy. Il y a des moments, là, depuis que j'ai commencé ce projet-là d'entrevue de doublage, j'ose jamais demander à un doubleur par respect pour que fais-moi telle voix. Des fois, je me fais surprendre par ces moments-là, puis je fais comme ouf, c'est parfait. Oui, je suis un geek de doublage, c'est parfait. Justement, le fait d'avoir eu l'occasion d'être la voix officielle d'un acteur qui a eu un grand succès, là, on parle ici de Tom Hanks directement. Est-ce que vous, de votre côté, ça vous amène directement encore plus d'appels? Parce que j'imagine que vous suivez le succès de cet acteur-là au fur et à mesure. Ben, plus d'appels pour d'autres acteurs ou d'autres personnages. Ben, ça vous donne plus de visibilité, tout simplement, j'imagine. Oui, jusqu'à un certain point, parce qu'il y a une espèce de cette notoriété-là, quand les gens commencent à savoir, Tom Hanks, le lien au Québec est pas mal fait avec Bernard Fortin, pour ceux qui le connaissent, parce que c'est pas tout le monde qui me connaît totalement de par ma carrière, mais il y a un petit velours attaché à ça. Il y a une espèce de, tu sais, je disais tantôt, d'avoir l'occasion de pouvoir faire Tom Hanks ou Woody Harrelson, c'est des fichus de bons acteurs. Il y a un petit velours qui vient avec ça, il y a une reconnaissance. Et effectivement, il y a une reconnaissance elle est aux deux niveaux. Là. On me reconnaît dans la rue, puis on m'associe. Et on reconnaît que Bernard Fortin est capable de faire Tom Hanks et a l'étoffe nécessaire pour le combler. Alors, ça, les deux mis ensemble, il y a quelque chose de bien, là. J'entretiens pas ça, moi. Je suis genre à aller faire mes jobs devant aller chez nous, moi. Ce que les gens disent de moi, je me tiens loin le plus possible, de plus en plus. Ben, c'est correct, ça. Ben, oui.
Ben, écoute, on va continuer au niveau de. On va aller dans la sphère du dessin animé directement. Moi, ceux que j'ai remarqués principalement en regardant votre fiche, vous avez eu Pain d'Hercule Henry de Henri puis sa gang, Raphaël des Tortues Ninja, on en a mentionné tout à l'heure, Ouais. et un personnage ben, pas ma génération a connu, mais la génération d'après, le fameux Tinky Winky des Teletubbies. Euh, justement, Eh bien, oui. et écoutez, le fait de pouvoir doubler un personnage qui est conçu pour justement, mettons, un public de 1 à 5 ans, 1 à 4 ans environ, je pense que c'était ça, la démographie Ouais, dans le temps. oui. Est-ce que ça peut amener certains défis parfois? Oui, ben, euh, moi, j'ai tout le temps trouvé ça impressionnant de nous demander à des gars, dans le temps, j'avais la quarantaine, là, tous les acteurs, on avait genre, je sais ça, jeune quarantaine, de faire des enfants, de faire des personnages qui représentent des enfants Mhm. de 3 ans, 2 ou 3 ans. C'est quand même formidable, tu sais, de demander à Bernard Fortin, sa grosse voix, peux-tu faire vivre un personnage qui représente un enfant? J'ai trouvé le défi vraiment, pour répondre à ta question, extraordinaire. Mhm. D'autant plus que il n'y avait pas beaucoup de dialogue, tu sais, c'était difficile à défendre. Puis nous autres, on a rajouté des mots plus. Puis ça avait l'air un petit peu, pour les autres doubleurs, je disais, oh boy, ils font de la saucisse, c'est pas un gros défi de doubler cette série-là. Ben, au contraire, il fallait trouver le langage, il fallait développer ce langage-là. Puis moi, j'applaudis les filles. Moi, Chantal Barry qui faisait Pau, Mhm. c'était extraordinaire ce qu'elle faisait. Tu avais l'impression que c'était une petite fille de 2 ans et demi. Puis elle en avait 40, là, tu sais. Puis dans la psychologie du personnage et tout ça, ça marchait, là. Je trouve qu'on était très bons À, pour à des quoi ça gens âgés. ressemblait, comment ça ressemblait, mettons, une atmosphère de doublage pour les Teletubbies, par exemple? Là? Ah, on rentrait à 4. Tu sais, les Télétobies, en doublage, on fait une boucle à la fois. OK? Mhm. On regarde une séquence d'1 minute. Après ça, on passe dessus une fois pour la répéter. Après ça, on l'enregistre. Mais dans le cas des Télétobies, c'était assez facile à faire. Il était assez prévisible. Alors, on était 4. On connaissait nos personnages. Ils partaient l'émission, ils n'arrêtaient pas. Puis on les suivait. Puis à l'oreille, on les entendait parler. On les attrapait sur le fly. On lisait le texte. Et on travaillait comme une troupe, tu sais. On se touchait un petit coude. Oh, attention, ton personnage va parler, ce sera pas long. Oh, je l'ai vu apparaître sur le coin de l'écran. Prépare-toi. Alors, on répétait pas. On partait l'émission puis on enregistrait sans répétition. Ça, là, là, je devrais pas dire ça, là, parce qu'on va se faire traiter de semi-professionnel, d'amateur. Mais, non, mais on était rendu tellement habiles à les deviner que c'était facile pour nous autres. C'est très, très rare qu'on fait. Ben, tant mieux. Vraiment connaître les personnages. Alors, c'est pour dire, l'effet de troupe, puis l'effet de connaître les personnages était tellement formidable que c'est ça, ça nous facilitait le travail. Ah, c'est fantastique. Une autre série qui a été très marquante pour vous, on en a parlé tout à l'heure, les Simpsons, bien entendu. Ah ouais. Ben Les oui. Simpsons que vous devez sans doute vous faire constamment parler, d'ailleurs, justement, comme vous disiez, parce que c'est encore en cours présentement. Donc, on rappelle les voix, on a Ned Flanders, Jeff Wiggum, on a Reverend Lovejoy. Petite question que je m'amuse tout le temps à poser aux doubleurs. Qui ont travaillé sur le projet. Est-ce que tu te rappelles de ton côté lors de la distribution des voix? Comment ça s'est passé? Oui, très, très bien. En fait, la distribution, c'est une série qui est arrivée comme une autre. Il y avait la batch de doubleurs hot de l'époque, là, dont je faisais partie. Marc Labrèche, Gilbert Lachance, Benoît Rousseau, Joanne Léveillé, c'est toute la gang que tu connais sûrement ou que Oui. tu vas rencontrer un jour et que tu as vu passer. Et un directeur de plateau qui s'appelle Réal Picard tombe sur cette série-là. Lui, il a le contrat de la doubler chez Cinélume. Et il appelle ses chums, mon Bernard qui fait des voix de cartoon, puis Joanne, puis il nous fait une distribution comme ça de ce qu'il croyait être les bonnes voix pour jouer un personnage chacun. Alors, lui, il avait vu 2 émissions et il a distribué les 2 émissions, à peu près une douzaine d'acteurs. On est rentré, les personnages principaux, on a fait les voix. On était un peu impressionné par le style, le genre, les personnages. On trouvait ça trippant. Réal Picard, qui dirigeait une autre génération, qu'on ne comprenait strictement rien. Une chance que nous autres, la jeunesse, on avait pigé. On s'est amusés comme des fous. Et arrive un peu plus tard dans la semaine un autre personnage, dans mon cas, j'avais fait Ned Flanders.
Ah, il dit, fais-moi non la police qui est là. Je change ma voix, je fais la police. Je décide de faire la police. Et là, hop, il dit, bon, il y a un curé, là, un pasteur, il ne doit pas revenir souvent. Fais-moi donc le pasteur. Alors, je fais le pasteur, bien sûr. Je lui trouve une voix, puis bon. Et on ne s'attend pas à ce que ces personnages-là reviennent de façon récurrente, puis que ça se fasse à chaque année, à chaque année. Alors, on fait la série au complet avec ces personnages-là, puis on se dit, ça va durer 1 an, 2 ans, peut-être, on ne sait pas, puis ça va être fini. Eh ben non, on est encore là. On est rendu, je pense, à la 31e, 32e oui, année. Oui, alors ça c'est le casting, pour répondre plus précisément à ta question, c'est fait pas de façon aléatoire, mais il n'y a pas eu d'audition. Okay. On n'a pas dit, il faut auditionner pour Homer parce que ça va être un des personnages aux États-Unis le plus marquant de la prochaine décennie ou les prochaines 3 décennies. Personne ne le savait. Alors, Hubert Gagnon, tu savais le voir, puis on va faire Homer, puis Joanne qui fait Mike, puis Bernard qui fait ses personnages, etc., etc. Et c'est tombé comme ça par pur hasard de distribution. Lui a regardé dans le bottin qui était libre, puis that's it. Comme aux États-Unis, un casting fou. Tu comprends, d'acteurs qui sont capables de se dédoubler des voix, puis changer, puis des tops qui sont payés 200, 250, 300 000 par année. À coup pour ça. Aussi au Québec, c'était juste de trouver des équivalences de voix. Puis, on ne s'attendait pas à partir si longtemps que ça. S'il avait su que c'était une série comme ça, culte, qui se préparait, là, il aurait fait des auditions partout dans la ville. C'est sûr qu'il aurait fait des auditions. Mais nous autres, à une époque, on était l'espèce de mafia du doublage. Alors, on les pognait tous, ces personnages. C'est bien correct. Hey, pour terminer, puis là, je le sais qu'en ce moment, là, vous tenez votre téléphone sur le bout des bras, là, fait que je veux pas... vois-tu mes doigts? Mais c'est pas grave. Non, il n'y a pas de problème, c'est correct. Ouais. Mais c'est le fun parce que c'est la première entrevue que j'ai l'impression de parler avec quelqu'un. Tu sais, les fameuses vidéos là, de complotistes d'un char, là, ça me donne cette impression-là, ça me fait vraiment rire. Ouais. Fait que... Je t'en ai! Le masque, je t'en ai! Je t'en ai! C'est la seule façon d'être à chaleur, en plus, sortir de ma maison. Ben oui, non, je comprends. Là, je veux que vous soyez confortable aussi. Là. Ben oui. Sinon, ça marche. Bon, oui, c'est parfait comme ça. Bon, sinon, mettez une autre face. Changez l'image. Mettez quelqu'un d'autre. Le jour où je vais avoir plus de connaissances en animation 3D, là, on va la refaire, cette entrevue-là. Hey, pour terminer, il y a une section que, là, je l'appelle la section Les trucs incertains du web. C'est-à-dire que j'ai tellement fait ma recherche qu'à un moment donné, je suis tombé sur des petites perles, puis j'ai fait comme, attends, ça se peut-tu? Ça se peut-tu réellement? Et là, je me suis dit, je vais valider avec lui directement. Donc, on va confirmer ça ensemble. En 2005, il y a eu le film Be Cool. C'est mentionné dans votre fiche de doublage que vous vous êtes doublé vous-même. Est-ce que c'est exact? Dans Be Cool? Oui. Un film où il y aurait eu Vince Vaughn, il y aurait eu John Travolta. Non, je ne me suis jamais doublé moi-même. OK. Donc, une fois, je pense, une fois, c'était dans l'ancien compte où on tournait en anglais-français, puis il a fallu que je reprenne une scène. Ça vous est déjà arrivé? OK. Ouais, mais rarement. OK, parfait. Très rarement. Bon, ben, on va dire à la personne qui tient le Wikipédia que cette information-là est fausse. Ça doit être Paul Piché, je ressemble à Paul Piché. Je sais pas. Ah, bon, voilà. C'est Yves Corbeil. C'est sûrement Yves Corbeil. Bon, voilà. Sur Wikipédia, on mentionne aussi que vous avez doublé Elmer Fudd et Gros Minet dans Basket Spatial et les Looney Tunes passent à l'action. Est-ce que c'est vrai? Oui, oui, je pense que j'ai travaillé sur ce film-là parce que mes enfants l'écoutaient en boucle et ils disaient « Papa, c'est toi, papa! » Je ne me souvenais pas ce que je l'avais fait, par exemple. Ça prenait mes enfants pour me rappeler, mais oui, absolument. Mais je sais qu'au moment où Basket Spatial... Oui, allez-y. Mais de faire un personnage de Bugs Bunny, en plus, hein, c'est un des personnages de Bugs Bunny. Moi, mon rêve, quand j'étais petit, je rêvais de faire des voix. J'écoutais Bugs Bunny, puis à la fin, je voyais le générique, et c'était un gars qui faisait toutes les voix, il s'appelait Mel Blanc. Oui, qui était la voix de toutes les Looney Tunes. La voix de toutes les Looney Tunes, exact. Alors, moi, c'était mon rêve de faire ça un jour. Et pourquoi qu'on parle de ça? Alors, j'ai même auditionné pour Daffy Duck, pour un film aussi, à un moment donné, et c'est pas moi qui l'ai eu. Mais je rêverais de faire de ces personnages-là. Moi, mettons qu'on y va dans avoir une série américaine doublée là, de cartoons anciens. Mettons qu'on y va avec une petite fantaisie. Là. À quoi aurait sonné Daffy Duck selon Bernard Fortin? C'est inimaginable!
Qu'est-ce que tu fais là sur mon piano? Viens ici! Viens ici! Viens le lapin! Viens ici! Je vais te couper les oreilles! Je vais te fourrer une carotte et je ne dirai pas où. Bon, ben, je suis triste. Vous auriez dû avoir le rôle. On dit ça tout de suite, là. Mais justement, le fait que Basket Spatial, il y a eu un phénomène qui avait été que Warner Brothers avait rajeuni les voix. Je sais que la voix de Bugs Bunny avait été rajeunie, que l'acteur avait pris. Ben, en tout cas, il y avait eu une histoire qui était très triste de perdre Bugs Bunny à cause de son âge avancé. Est-ce que tu as eu connaissance de cette époque-là? Non, j'ai pas vu passer ça, non. Okay. Malheureusement. Mais il est arrivé des situations où il y a des acteurs qui ont été remplacés justement parce qu'ils étaient vieillissants ou parce qu'il y a moins de mémoire et puis ou en tout cas qu'il y avait dans les Simpsons, on en a qui sont décédés, hein, on le sait, ou il y en a trop vieillissants et puis hop, il y a quelqu'un dans la troupe qui connaît la voix par cœur ou on va chercher. C'est rare qu'on va chercher des imitateurs, par contre, pour remplacer des gens, mais non, mais moi, je suis pas au fait de ces affaires. Bon, il n'y a pas de problème, il n'y a aucun stress. Monsieur Fortin, Bernard, merci beaucoup pour le temps que tu as passé avec nous. Ça fait plaisir. Excusez mon char, puis mon look, je suis en construction en plus. Là, il n'y a pas de problème. Hey, pour conclure, est-ce que vous avez des projets de prévus pour 2021? Les projets, j'avais une grosse année de théâtre. Moi, je devais jouer le dîner de cons un peu partout en tournée. Là, je serai en tournée, et puis l'été dernier, puis l'été prochain, puis mais à cause ce qu'on sait, le théâtre a tombé. Mais je fais quand même de la surimpression. Moi, je fais une série qui s'appelle Le Bloc. Où je fais le bonhomme principal, une série de rénovation, où c'est une quotidienne. Je fais des tournages à gauche et à droite quand même, des invitations sur des séries. Là, je fais Squad 99. J'embarque sur une web série très intéressante où je fais la voix d'un bébé. Qui est moi, en fait, la voix de Bernard Fortin. Et le théâtre qui s'en vient là, incessamment. Là, on commence à répéter fort probablement à l'automne pour pouvoir ouvrir en 2022, là, l'hiver 2022. Alors, c'est pas mal ça. Les Simpsons qui reviennent. Là, je fais le prochain Tom Hanks, là, justement, la semaine prochaine. Je peux pas dire quoi, c'est un projet secret. On garde ça confidentiel, on respecte ça. On respecte ça, on peut rien dire. Et c'est ça, un paquet de trucs. Puis sinon, la vie est bonne, je suis chanceux, je suis privilégié. Puis ça me permet de faire plein de choses, puis de m'occuper de mes deux chiens, mes Danois, puis de faire de la céramique. Bon, tant mieux. Écoutez, M. Fortin, je vous laisse le mot de la fin de cette vidéo-là. Allez-y avec la voix que vous désirez. Le mot de la fin, je veux saluer tout le monde. Je veux dire à tout le monde que je les aime malgré la situation, malgré qui ils sont, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils vivent. J'aime les gens inconditionnellement et c'est ça qu'on devrait faire. Prendre soin aussi de ses amis. Prendre soin de ses amis, tu dis, de sa famille, tu dis. Merci beaucoup, Bernard, pour le temps que tu as passé avec nous autres. Ça fait plaisir.